fait, j'ai écrit ce livre pour deux raisons. Une première raison, c'est que je suis très inquiet de l'évolution de la finance internationale dans les 2 ou 3 dernières années. Et je crains que nous allions vers une crise financière grave, plus grave que la précédente. Puis la deuxième raison, c'est que j'ai le sentiment que nous sommes à un moment particulier de notre histoire, un moment où l'histoire s'accélère. Et je suis très frappé de voir que nos hommes politiques tiennent toujours les mêmes discours, alors qu'en réalité, on voit bien qu'il y a un mécontentement qui monte au fil des années. Et je crois qu'on nous a vendu depuis une trentaine d'années deux grands rêves. D'abord le rêve du tout libéral, un libéralisme qui est très excessif, où on croit qu'en faisant tomber les règles, notamment dans la finance, eh bien, on dope la croissance. Et puis on a vu que tout cela débouchait en réalité sur des crises financières multiples et de plus en plus graves. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous a vendu un rêve du fédéralisme européen en prenant appui sur la monnaie unique. Et contrairement à ce qui nous avait été annoncé, on constate que ce système crée en réalité des tensions économiques, sociales, des divergences. Alors, pourquoi allons-nous vers une crise financière très grave? Je crois, pour une raison simple, c'est que l'on n'a pas corrigé l'hypertrophie de la finance, c'est-à-dire un déséquilibre entre la sphère financière et puis l'économie réelle. Mais les raisons, elles sont multiples. D'abord, la politique des banques centrales, qui est absolument inédite dans l'histoire. En réalité, on constate que depuis 8 ans, notamment aux États-Unis, avec la politique de la Fed, il y a une création de liquidités absolument sans précédent, alors même que l'économie avait un taux de croissance qui était tout à fait raisonnable, de l'ordre de 2% par an en moyenne pendant 8 ans, et puis un taux d'inflation qui se situait entre 1 et 2%. Toutes ces liquidités vont s'investir nécessairement dans des actifs à risque, puisqu'elles sont en surnombre par rapport à l'économie réelle. Autre raison, c'est la politique de réforme qui a été conduite à l'égard des banques commerciales, des grandes banques systémiques. Je crois qu'on a fait un effort tout à fait important, utile, en renforçant les fonds propres, la solidité financière de ces banques, mais en revanche, on n'a pas été jusqu'au bout des réformes. On n'a pas fait notamment la réforme qu'avait proposée Michel Barnier à Bruxelles, qui consistait à interdire à ces grandes banques les activités spéculatives, qui consistait également à filialiser certaines activités à risque de manière à les rendre plus coûteuses. Et puis, j'ai plus que des doutes sur l'union bancaire. Et alors restent les réformes nombreuses, parfois très lourdes, qui ont été proposées pour les marchés financiers. En réalité, sur tous ces chantiers, une douzaine de chantiers de réforme, on s'est arrêté en chemin. Les produits dérivés, ils s'échangent toutes les semaines l'équivalent du PIB, du PIB mondial sur ces marchés. On n'a pas réduit les volumes. Les fonds spéculatifs, on n'a pas limité la capacité de spéculation de ces fonds. Le trading à haute fréquence, qui représente aujourd'hui la moitié des transactions de marché, il y avait une réforme toute simple à faire, c'est de taxer les ordres qui sont annulés. Parce que ces opérateurs, en moyenne, annulent plus de 90% des ordres qu'ils entrent sur les marchés financiers. C'est une véritable manipulation de marché. Les marchés de matières premières, on a toujours un pourcentage de 80-85% des transactions qui sont le fruit, qui sont le résultat des interventions des acteurs financiers. Donc, sur tous ces chantiers, on n'a pas fait complètement le travail. Et je pourrais ajouter d'ailleurs que sur le marché des quotas de carbone, qui est tellement important pour limiter le réchauffement climatique en Europe,
eh bien, on a un marché qui dysfonctionne depuis le départ. Le prix de la tonne de carbone, pour donner un exemple, est aujourd'hui à 5 € la tonne, alors que pour être efficace, il faudrait que ce prix soit au-delà de 30 €. Et en toile de fond de tout ceci, nous avons deux éléments. Un premier élément, c'est le ralentissement de la croissance que l'on constate depuis la crise de 2008, le FMI le dit régulièrement, mais surtout une augmentation très forte de la dette publique et privée. Aujourd'hui, la dette globale mondiale représente 3 fois le PIB mondial. C'est historique, inédit, et on constate que la dette publique et la dette privée progressent de la même façon depuis une quinzaine d'années. La dette publique a doublé depuis l'année 2000. Et la dette privée était souvent à des niveaux records, y compris dans des pays qui sont vertueux sur le plan de la gestion de la dette publique. Donc tout ceci est très inquiétant. Et alors je dirais que à cette crise, à cette menace de crise internationale, on a ajouté en Europe une autre crise qui est la crise de l'euro, qui se manifeste depuis le début sous diverses formes. Mais je crois qu'au-delà de la constatation qui est faite maintenant, je crois, par tout le monde, du fait que les promesses de départ sur la prospérité, l'emploi, l'union politique n'ont pas été tenues, il y a une chose qui me frappe et qui, à mon avis, est très importante et qui se manifeste sur le moyen terme, le long terme, ce sont les divergences, c'est-à-dire que l'euro est en quelque sorte une machine à fabriquer des divergences et non pas la convergence comme on l'avait imaginé. Les éléments, les signes de ces divergences, ce sont bien sûr les excédents courants allemands qui atteignent depuis plusieurs années des niveaux tout à fait historiques, 8 à 9% du PIB. Mais pour moi, l'indice le plus frappant et qui, je trouve, est extrêmement inquiétant, ce sont les divergences en matière de politique, politique et de production industrielle. Le fait que depuis l'origine de l'euro, la production industrielle allemande a progressé de 29%, celle de la France a baissé de 14%, celle de l'Italie et de l'Espagne ont baissé de 20%. C'est extrêmement inquiétant, ça s'explique parfaitement par le fait que l'euro est une monnaie qui est sous-évaluée pour l'Allemagne, puisqu'elle est le reflet d'une moyenne entre l'ancien Deutschmark et puis les monnaies des pays périphériques. Joue également ce que les économistes avaient décrit avant même la naissance de l'euro, l'effet de polarisation. C'est-à-dire que lorsque dans une zone monétaire, il n'y a plus l'appréhension d'une modification de la parité, eh bien les capitaux se dirigent là où c'est le plus intéressant, là où la main-d'œuvre est la plus qualifiée, là où il y a une tradition industrielle importante, là où l'outil de production est le plus performant, et là aussi où la fiscalité est la plus intéressante. On peut ajouter un autre facteur qui joue dans le sens des divergences, c'est naturellement ce qu'on appelle les dévaluations internes. Les dévaluations internes ont remplacé les dévaluations monétaires compétitives. Lorsque l'Allemagne fait toute une série de réformes en 2004-2005, ce qui peut se traduire en partie par une précarisation du système social, eh bien, naturellement, tout le monde est obligé de suivre.